Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Arkham JCTV. Aujourd'hui, un nouvel épisode d'Élucider l'affaire où nous allons nous attaquer à un monstre de la campagne du Cercle Brisé, le scénario Le Nom Secret. Alors, le Nom Secret, c'est le troisième scénario de la campagne du Cercle Brisé. Et je vais vous mettre dans l'ambiance de suite. Nous allons avoir un nouvel invité pour cette vidéo. Et oui, c'est bien Bron Jenkins qui va nous suivre tout le long parce qu'il faut que vous vous habituez à ce personnage-là qui va être une vraie plaie durant tout le scénario. Ici, c'est une version donc dessinée par Loïc Musi pour le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu chez Chaosium et une illustration que j'aime particulièrement. Alors, le nom secret, on va en premier discuter de ce scénario rapidement sans trop en révéler pour ceux qui souhaiteraient voilà, un peu connaître les bases de ce scénario avant de commencer à le jouer. Il faut savoir que c'est un scénario qui est inspiré de la nouvelle de Lovecraft, La Maison de la Sorcière. Et en ça, il est quand même vraiment une très bonne retranscription, je trouve, de cette nouvelle-là, qui met vraiment bien dans l'ambiance. Il y a eu une adaptation un petit peu plus malencontreuse, on va dire, je trouve, par Guillermo del Toro dans la série des cabinets de curiosité, mais bon, chacun en jugeait. Donc il faut savoir que ce scénario présente un nombre d'ennemis qui est restreint, contrairement à d'autres scénarios où on peut avoir plus d'une dizaine d'ennemis dans le deck de rencontre. Ici, on va en avoir que 4, donc ce qui permet un autre type de jeu. C'est aussi un scénario qui va demander une très bonne capacité d'enquête. Donc si vous êtes plutôt limite de ce point de vue-là, par exemple parce que vous jouez en solo et principalement sur de l'enquête via des événements, ça peut être particulièrement ardu. Et enfin, à l'égal de l'ensemble des scénarios du cercle brisé, vous allez avoir un deck de rencontre qui va être très axé sur des tests de volonté. Donc voilà, à savoir avant d'attaquer la partie. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va être beaucoup plus 10 ans sur le scénario, donc si vous ne voulez pas vous spoiler, il vaut mieux s'arrêter ici. Alors, le nom secret, il y a euh, 3 grands objectifs. Le premier, ça va être trouver la chambre de Kezia. Dans un premier temps, c'est la chambre de Gilman qui va être renversée lorsque vous allez passer l'acte premier pour la chambre de Kezia. Ensuite, il va falloir rejoindre les ruines de la maison de la sorcière. Donc là, ça va être la partie la plus ardue et la partie qui peut être la plus critique, on va dire, de ce scénario, où il y a beaucoup d'hasard, on va y revenir. Et enfin, j'aurais envie de dire un peu tout le long de la deuxième partie du scénario notamment, ça va être de gérer Nab et notre ami Bron Jenkins, qui sont particulièrement pénibles et qui vont, surtout au fur et à mesure du scénario, devenir de plus en plus puissants. Alors, premier objectif, c'est de trouver la chambre de Kezia. Donc, imaginons que, enfin pas imaginons, mais vous commencez dans les couloirs vermoulus, qui est un lieu hanté, et à partir de là, vous devez trouver 3 indices par investigateur pour avancer l'acte. Donc, les couloirs vermoulus ont déjà un indice sur eux, et vous allez avoir 3 lieux nommés portes décrépites, qui sont face cachée et qui sont accessibles depuis les couloirs. Quelque chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que sur ces 3 lieux, il y en a un qui est particulièrement pénible, qui a un effet forcé de génération de rats. Oui, parce que les rats, avec Bron, sont les seuls ennemis que vous allez pouvoir rencontrer dans le deck de rencontre. Et si vous n'êtes pas bien installé, ça peut être particulièrement violent comme début de scénario. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que ces lieux sont hantés. Donc hanté, c'est le mot-clé qui est arrivé avec le cercle brisé, qui se déclenche lorsque vous êtes dans ce lieu et que vous ratez une enquête. Donc ça peut être de la génération de rats, ça peut être de la perte de ressources, ça peut être de la perte d'action. Voilà, pour tous ces effets, je vous conseille de revenir vers la vidéo qu'on avait fait avec Black Ink qui détaille la campagne. Et enfin, une fois que vous avez assez d'indices, vous allez pouvoir accéder à la chambre de Gilman qui est inaccessible à moins de dépenser un indice par investigateur.
Donc une première partie qui peut être assez rapide, axée sur l'enquête, mais auquel il va bien falloir faire attention parce que vous allez avoir besoin de vous mettre en place pour la suite du scénario qui, elle, va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc une fois que vous êtes dans la chambre de Gilman, vous allez pouvoir finaliser l'acte 1, passer à l'acte 2, mais là, premier bémol, ça va être la gestion de ce passage à l'acte. Au cours de l'intrigue 1B, vous allez générer dans le lieu de l'investigateur principal Brown Jenkins. Le point qui est intéressant avec l'avancée de l'acte 1, c'est que vous allez remplacer la chambre de Killman par la chambre de Kezia Jones, qui va avoir pour effet de retirer tous les lieux qui sont présents en jeu. Un bon moyen de gérer Brown, c'est de le laisser avec d'autres ennemis, par exemple, dans les couloirs vermoulus, et de passer l'acte 1. De cette manière-là, ils sont éliminés et vous n'avez pas besoin de soit gérer l'effet forcé de Brown, soit de les affronter. Brown Jenkins, justement, j'en parle depuis le début de cette vidéo, le cas Brown Jenkins, qui est un peu la plaie récurrente, hein, on peut le dire, de ce scénario, qui est chasseur et qui est surtout distant. Donc lui, il va vous suivre tout le long. Il va peut-être vouloir faire copain-copain avec vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il va avoir comme effet, c'est que à la fin de la phase des ennemis, tous les investigateurs qui sont présents dans son lieu vont devoir défausser leurs mains et piocher autant de cartes que ce qu'ils ont défaussé. Bon, alors c'est problématique si vous avez des jeux qui sont basés sur des combinaisons de cartes. Dans d'autres cas de figure, on verra plus tard, mais c'est pas vraiment un problème, mis à part peut-être en début de scénario. L'autre particularité de Brown, c'est qu'il va booster, il va donner plus de force à toutes les créatures qui sont redressées, y compris lui, et forcément y compris les rats qui les accompagnent. En plus de cela, et donc ça va être récurrent tout le long du scénario, les intrigues vont booster les ennemis non faiblesse. Donc l'intrigue 1 va donner plus 1 en vie aux ennemis, l'intrigue 2 plus 2, l'intrigue 3 plus 3, l'intrigue 4 plus 4. Voilà, vous allez donc avoir au fur et à mesure du scénario des ennemis qui vont être boostés à la fois par l'intrigue et à la fois par Brown si vous le laissez, en place. Donc, point important à garder en mémoire pour Brown, c'est que si celui-ci est redressé, et c'est seulement à la fin de la phase des ennemis. Chose qui est importante pour sa gestion. Donc la particularité de Brown, c'est qu'il va être généré au cours des actes, au cours de l'acte 1, 2 et 3 aussi de mémoire. Mais surtout, il va avoir une certaine forme de récursivité. Donc vous allez pouvoir l'éliminer, il va revenir soit par les effets d'actes, soit par les effets de certaines traîtrises. Alors, cet effet forcé, comme je disais, il peut être problématique, mais il y a plusieurs moyens de s'en défaire. Le meilleur moyen de gérer Brown, c'est le passage à l'acte 1 et le laisser dans les couloirs vermoulus ou dans n'importe quel lieu porte décrépit, si vous arrivez à échapper et à le laisser dans un de celui-là. À l'acte 2, moi ce que j'aime bien faire, notamment en multi, c'est de le bloquer dans la chambre de Kezia qui est le lieu central, on va y revenir plus tard. Comme il est chasseur, il va rester, même sans être engagé, dans ce lieu-là et vous sacrifiez entre guillemets la main d'un des investigateurs qui en est le moins dépendant. Enfin, sa capacité fonctionne à la fin de la phase des ennemis et s'il est redressé. Or, si vous l'avez engagé, il va vous attaquer, donc vous infligez un dégât, une horreur, ce qui peut être facilement gérable, et donc du coup, il sera incliné à la fin de la phase des ennemis, et il ne va pas déclencher son effet forcé. Et voilà, moi les moyens qui sont vraiment imparables, c'est de jouer certaines cartes joueurs comme nier l'existence, qui va annuler le fait de devoir défausser des cartes de sa main, ou forcer l'entrée. Donc forcer l'entrée, c'est un événement truand qui existe en niveau 0 et en niveau 2, qui est une enquête qui vous permet
euh, d'ajouter l'agilité à votre compétence, et si vous réussissez l'enquête avec une différence de 2 ou plus, vous allez échapper automatiquement à un ennemi dans votre lieu. Si vous échappez automatiquement à Brown Jenkins, c'est gagnant-gagnant. 1, vous réussissez une enquête, vous gagnez un indice où vous faites avancer les lieux, on va y revenir, et en plus de ça, vous inclinez Brown Jenkins, qui sera donc incliné à la fin de la phase des ennemis, et qui ne pourra pas déclencher sa capacité forcée. Alors justement, maintenant que vous êtes dans la chambre de Kezia, vous devez rejoindre les ruines de la maison de la sorcière. Et pour ce faire, il faut avancer l'acte 2 en dépensant 5 indices par investigateur. 5 indices par investigateur, c'est vraiment très 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 important. C'est pour ça que je vous disais que c'est un scénario qui est quand même très axé sur l'enquête. Et donc du coup, comme on peut le voir dans d'autres scénarios d'horreur Arkham, vous allez avoir ce lieu central, la chambre de Kezia, et qui a un effet déclenché, lorsque vous réussissez à enquêter dans ce lieu, vous ne récupérez pas d'indice, pardon, vous mettez en lieu un lieu qu'on appelle endroit inconnu, qui vient d'une pile que vous avez préparée en début de scénario, et vous pouvez vous y déplacer. On verra que cette option peut être intéressante parce qu'elle vous fait gagner une action de déplacement, mais selon les stratégies, c'est pas forcément la bonne manière de procéder. Donc, vous allez commencer avec une pile de 7 lieux, endroits inconnus. Euh, la seule chose qui change entre la version classique du scénario et la version renouveau, c'est les types d'endroits inconnus qui sont présents dans cette pile, mis à part donc les ruines de la maison de la sorcière, qui font partie des 4 dernières cartes de la pile. Donc les 3 premières cartes de cette pile de lieux d'endroits inconnus, pardon, finalement ne sont pas intéressants parce qu'ils ne font pas avancer l'acte. Euh, c'est pour ça que vous pouvez, comme je disais, décider à partir de la chambre de Kezia d'enquêter pour mettre en jeu ces 3 lieux inconnus qui sont inutiles, peut-être y revenir plus tard pour récupérer les indices, mais chercher le plus rapidement possible à mettre en place les ruines de la sorcière. Alors, il y a des effets qui sont liés à tout ça, parce qu'évidemment le scénario ne va pas vous laisser enquêter tranquillement à partir de la chambre de Kezia. Euh, à l'avancée des intrigues, vous pouvez avoir, comme on l'a vu précédemment, Brown Jenkins qui peut être de nouveau généré. Par exemple, si vous l'avez éliminé, il va revenir. Mais surtout, vous allez avoir l'autre ennemi particulier de ce scénario qui va intervenir, c'est Nahab. Nahab, c'est un peu l'esprit vengeur de Kezia Mason, la sorcière à l'origine de cette demeure, qui, lorsque vous allez passer l'intrigue 2, va être généré dans la chambre de Kezia, donc ce lieu central. Ce qu'il faut savoir, on va revenir plus tard en détail sur Nahab, mais c'est que c'est un ennemi qui est chasseur et qui va être boosté par le nombre de fatalités qu'elle va avoir sur elle et qui, au début de la phase des ennemis, va générer des fatalités. En plus de cela, vous allez avoir lors du passage de l'intrigue 1B et de l'intrigue 2B des cartes traîtrises qui vont être ajoutées au deck de rencontre, donc les cartes étrange géométrie et présence fantomatique, qui vont venir de nouveau complexifier le scénario. C'est vraiment quelque chose à garder en mémoire, c'est que ce scénario peut aller très très vite et à la fin vous allez avoir énormément de choses à gérer. Vous allez avoir donc les fatalités sur Nahab. Donc Nahab, elle a riposte et chasseur. Euh, vous ne pouvez pas enlever les fatalités qui sont présentes sur Nahab lorsque vous passez l'intrigue, et elle gagne plus X en combat. C'est X égale le nombre de fatalités sur l'intrigue. Et en plus de cela, au début de la phase des ennemis, si elle est redressée, vous mettez une intrigue sur elle. Donc on a un peu une concordance avec Brown Jenkins dans le sens où si elle est redressée, elle se met une fatalité. Brown, s'il est redressé, il vide les mains des investigateurs. Nous, c'est un scénario aussi où je peux conseiller d'avoir un ou deux investigateurs qui sont particulièrement efficaces pour échapper justement à des ennemis.
Donc, en plus de cela, vous allez avoir les intrigues. Comme je vous disais, les différentes intrigues vont donner des points de vie, vont rajouter des points de vie pardon, aux ennemis qui sont non faiblesse. Et donc, lorsque vous arrivez à l'intrigue 2, bah, Nahab, en plus d'avoir un point de vie par investigateur, elle va rajouter plus de points de vie. Elle aura plus 3 points de vie à l'intrigue 3, et donc du coup, à la dernière intrigue, vous imaginez bien qu'elle a plus 4 points de vie. C'est le moment où tout peut s'emballer. Et il va falloir être vraiment euh, très précis dans ce que vous allez faire sans perdre trop d'action, parce que bah, vous allez avoir les runes de la maison de la sorcière à générer dans le deck des endroits inconnus. Vous allez avoir ces 5 indices par investigateur à récolter pour avancer l'acte 2. Vous allez avoir Bron Jenkins et Nahab à gérer. Et c'est à ce moment-là où on a beaucoup de joueurs qui peuvent être dépassés, euh, surtout que c'est un scénario qui ne donne pas la possibilité d'abandonner, et donc bah, complètement rater le scénario. C'est là où il faut garder en tête que pour passer à l'acte 3, on va mettre en place le site du sacrifice. Et le site du sacrifice a un avantage, c'est que Nahab va se transporter dans le site du sacrifice et elle ne va pas pouvoir en sortir. Donc, d'une certaine manière, Nahab est gérée parce que elle ne va pas venir pourchasser les investigateurs le long de la carte des lieux qui sont mis en place. Et c'est à ce moment-là peut-être qu'il peut être intéressant de retourner explorer les lieux des endroits inconnus qui sont toujours présents en lieu et qui ont des indices sur eux, parce que l'acte 3 va vous demander de dépenser des indices via le site du sacrifice pour retirer des fatalités sur Nahab. Alors même si le site du sacrifice se recharge en indices chaque tour, ça peut être intéressant de vider ces lieux en endroits inconnus, parce que certains ont des effets qui ne sont pas forcément que négatifs. Alors certains ont des effets forcés qui vont vous demander des tests de volonté, des tests d'agilité, des tests de force, au risque de prendre des dégâts ou des erreurs, mais d'autres, je vous laisse le plaisir de les visiter. D'autres lieux ont des effets qui sont plutôt sympathiques et qui peuvent vous aider. Euh, Le problème de Brown Jenkins, dans ce cas-là, en partant du principe que Nahab, elle, va rester dans le site et donc n'est plus un souci, n'est plus une menace immédiate pour les investigateurs, c'est que Brown, lui, va bah, continuer à vous poursuivre. Et donc, du coup, à vous faire défausser des cartes de votre main, potentiellement vider votre deck, générer donc de l'horreur, etc., etc. Et lorsque vous allez vous retrouver dans le site du sacrifice pour, j'espère pour vous, la réussite du scénario et passer l'acte 3, bien garder en mémoire et anticiper dans toute cette phase de préparation que vous allez avoir Nahab à gérer, Hebron, et réussir les enquêtes pour récolter des indices, pour ensuite les dépenser par l'action du site du sacrifice. À noter que l'action du site du sacrifice ne génère pas d'attaque d'opportunité de la part de Nahab, ce qui n'est pas forcément le cas si vous avez des rats par exemple. Euh, Ainsi, en cette fin de scénario, euh, vous allez aussi, peut-être, généralement c'est le cas, avoir cumulé des traîtrises. Et vous avez de nombreuses traîtrises qui vont avoir des effets latents, comme diminuer vos caractéristiques, comme augmenter le coût des cartes que vous allez jouer, comme des traîtrises qui peuvent s'accumuler à côté du deck de rencontre pour générer des effets lorsqu'il y en a plusieurs qui sont mises de côté. Vous avez aussi des effets lorsque votre deck arrive à court, et ce qui va arriver très rapidement si vous ne générez pas Brawn. Donc là, ça peut vraiment partir à valo si vous n'arrivez pas à maîtriser Nahab par les différents conseils que je vous ai donnés précédemment, ou si vous n'avez pas de quoi gérer les traîtrises du deck de rencontre. Donc bien garder en mémoire que sur cette fin de scénario, même si vous êtes bien en place, vous allez avoir de facto des horreurs et des dégâts à gérer qui vont venir très probablement de Nahab qui va vous attaquer gratuitement ou parce que vous n'avez pas réussi à lui échapper, ou bah, par Bron qui va vider votre main et vous allez perdre la solution qui était enfin, la bonne solution au bon moment. Donc voilà, partir du principe que lorsque vous allez dans le site du sacrifice, c'est pour réussir à gérer Nahab dans le tour qui arrive ou peut-être 2 tours maximum.
Euh, alors, la résolution de l'acte 3. Là, mon conseil, euh, pour éviter justement de cumuler l'ensemble des défauts de Nahab et de Brown, c'est d'avoir de la compression d'action. Comme je viens de vous le dire, lorsque vous arrivez sur le site du sacrifice, il faut partir du principe que très rapidement, vous allez finir le scénario en dépensant des indices via l'action du site pour retirer des fatalités sur Nahab. Ça a un double avantage. Un, ça vous permet d'avancer l'acte, parce que de cette manière-là, quand il n'y a plus de fatalité sur Nahab, vous avez fini l'acte, mais sur l'intrigue, pardon. Mais en plus de cela, ça va vous permettre de temporiser l'avancée du scénario. Si vous enlevez des fatalités sur Nahab, ce sont des fatalités que vous ne comptez pas sur le total de fatalités en jeu pour l'avancement de l'intrigue. Néanmoins, néanmoins, il faut avoir un certain nombre de, d'indices lorsque vous arrivez sur le site, parce que le site du sacrifice a une valeur occulte de 4, ce qui est compliqué. Enfin, en tout cas, c'est pas la valeur occulte la plus simple pour enquêter, mais en plus de ça, elle a un effet hanté qui fait lorsque vous ratez votre enquête, vous rajoutez une fatalité sur Nahab. Et donc du coup là, c'est perdant-perdant parce que vous aviez prévu de prendre une action pour enquêter et récupérer un indice, ensuite utiliser une autre action pour enlever une fatalité sur Nahab, peut-être prendre une troisième action pour lui échapper afin qu'elle ne génère pas elle-même un indice, et dans ce cas-là, si vous ratez votre enquête, vous rajoutez une fatalité et ça devient très très compliqué à gérer, quoi. Alors, l'analyse d'un plan sans accroc, comme vous avez vu, vous êtes un petit peu toujours sur la corde raide durant ce scénario et ça peut commencer dès le départ. Euh, la réussite du scénario, elle est un petit peu dépendante de la première partie de ce scénario. Si vous êtes bien en place, si vous avez toutes les cartes que ce soit les soutiens ou même les cartes en main pour gérer Brown Jenkins et réussir à enquêter de manière efficace, c'est tout bénef pour la suite du scénario. Et donc du coup, si vous commencez par ouvrir la mauvaise porte décrépite, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Mais il vous faut avoir le moyen de gérer les rats, le ou les rats qui vont arriver rapidement. Je prends en compte Brown Jenkins hein, dans ce cas de figure-là, parce que sinon, dès le début, vous allez être sous l'eau. Et donc, du coup, vous allez cumuler un retard. Il est impossible d'abandonner sur ce scénario-là. Donc, c'est fini, quoi. Enfin, très très vite, vous allez rater votre scénario. Anticiper Brown Jenkins, ça c'est important. C'est-à-dire que c'est particulièrement le cas en solo ou en duo, d'être prêt en fait à ce qu'un investigateur sacrifie sa main en engageant Brown par exemple, en l'attirant dans un lieu pendant que par exemple l'enquêteur lui s'acharne à vider les lieux pour avoir un maximum d'indices. Je prends le cas d'un gardien classique, il peut avoir une mise en place assez rapide, par exemple ses armes, ses alliés, je sais pas moi, un accessoire pour se soigner ou pour recharger ses munitions, et à partir de là, dire bon ben soit j'engage et j'élimine Bronn, qui a l'avantage du coup d'apporter des indices, d'être une source d'indices, hein. Je le répète, mais éliminer Bronn ou éliminer Nahab, c'est donner des indices aussi aux investigateurs. Ou sinon, très simplement, partir du principe que cet investigateur-là va l'engager et faire une action échappée à pour ensuite partir du lieu, aider l'enquêteur à avancer l'acte. Il faut bien se mettre d'accord sur, au début du scénario même, quel joueur va avoir la charge de gérer Brown Jenkins. La multiplication des tests de volonté, encore une fois, c'est générique sur le cercle brisé. C'est une des critiques qu'il y a dans la version de base de cette campagne-là. C'est moins le cas avec le renouveau. Donc voilà, partir avec des investigateurs qui ont 1, 2, voire 3 en volonté, sans avoir de moyens de gérer les traîtrises du deck de rencontre, c'est forcément rajouter une couche de difficulté à ce scénario qui n'en avait pas besoin. Et
Et ce point qui est peut-être le plus compliqué à gérer, donc c'est l'avancée des actes et des intrigues en fonction de l'apparition de Nab et du, de nouveau la génération de Brown Jenkins. C'est un point qui est compliqué à gérer parce que c'est plus un feeling que vous allez avoir à force de faire différents essais sur ce scénario-là. Bien garder en mémoire à quel moment sont générés NAB, à quel moment sont gérés Brown pour essayer encore une fois d'anticiper en disant je vais poser tel soutien, je vais garder telle carte en main parce qu'ensuite je vais être engagé, il va falloir que je passe mon tour à gérer soit Brown, soit NAB, voire les deux. Donc c'est comme ça qu'on minimise les erreurs potentielles. Et finalement, peut-être le point le plus important, le plus surprenant, c'est de garder de côté, moi c'est une stratégie que j'aime bien faire, surtout en solo, c'est garder des endroits inconnus, notamment les trois premiers, de côté. Je m'explique, les ruines de la sorcière sont entre le premier et le quatrième lieu de ce deck d'endroits inconnus. C'est mon objectif. En plus, il y a une capacité de soin sur le lieu qui peut être vraiment bénéfique et salvateur. Euh, les quatre derniers lieux, je sais que je vais enquêter depuis la chambre de Kezia et me déplacer grâce à son effet dans ces lieux-là pour récupérer les 5 indices qui sont nécessaires pour le passage de l'acte. Dans ces quatre lieux, je vais avoir forcément les ruines. Et donc du coup, lorsque je vais passer l'acte, je vais avoir généralement oui, un reliquat de 1 à 2 indices selon comment je me suis débrouillé, mais qui ne seront pas suffisants pour passer l'acte 3 et donc du coup dépenser des indices via le site pour enlever les fatalités. En fonction des lieux endroits inconnus que j'ai mis en jeu, je peux être tenté d'aller chercher les trois premiers lieux endroits inconnus qui sont de côté, qui sont face non révélée, notamment si je sais qu'il me reste les lieux qui vont me permettre de récupérer une carte de ma défausse, des lieux qui vont me permettre contre deux horreurs de mettre euh, un autre lieu ou qui vont, je sais plus, il y en a un qui me permet aussi de me déplacer de souvenirs, ce qui est plutôt bénéfique parce que ça me permet d'attirer Brown vers ces lieux endroits inconnus pour ensuite me téléporter à un autre endroit pour l'éviter et finir dans le tour suivant ou le tour après le, le scénario via la capacité du site de sacrifice. Ça dépend vraiment de la configuration de jeu, ça dépend du nombre de joueurs, mais ça peut être une bonne solution de tordre entre guillemets le scénario. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, les cartes que je nomme Game Changer, vraiment les cartes qui vont vous permettre d'éviter la majeure partie des difficultés du scénario. Pour moi, le meilleur exemple, c'est Embrouillé. Donc Embrouillé, c'est une carte biclassée qui est sortie dans les confins de la Terre, qui est truand et mystique de niveau 1 et de niveau 4. C'est un sort qui prend un emplacement d'arcane et qui a 3 à 4 charges en fonction de la version, mais surtout qui a une capacité d'évasion qui va permettre de le faire soit à la volonté, soit à l'agilité, et dans ce cas-là, ça sera boosté et qui va permettre de dépenser des charges pour gagner des actions. Donc du coup, je vais réussir à évader à Nahab sans que finalement ça me coûte d'action et pouvoir continuer, sortir du site où il y avait Nahab pour aller chercher des indices, pour poser des soutiens si j'en ai besoin, pour peut-être gérer Brown. Enfin voilà, c'est assez versatile en fait comme solution. Ensuite, évidemment, il y a toutes les cartes de gestion de masse des ennemis, tempête d'esprit, semer la zizanie, dynamite, qui sont parfaits dans ce cas de figure-là. Si vous commencez à avoir la tête sous l'eau parce qu'il y a Brown, un rat, deux rats, Nahab, là à ce moment-là, vous mettez 2 à 3 points de dégâts à tout le monde autour de la table. Ça peut calmer les choses. Voilà. Évidemment, toujours à manier avec précaution, notamment dans le cas de la dynamite si vous jouez en multi. Euh, les cartes qui sont un peu couteau suisse, parce que comme le regard d'orage qui permet de mettre
potentiellement beaucoup de dégâts d'un coup. Donc ça peut être une solution immédiate pour gérer Nahab, qui va, donc une fois qu'elle est vaincue, être inclinée et ne pas se redresser lors de la prochaine phase d'entretien. Ça peut être Vamp, Vamp qui est donc une carte que j'aime beaucoup, qui est sortie avec le Festin d'Hemlock Vale, qui va permettre de tester à niveau 0, une des quatre caractéristiques, pardon, soit pour avoir des indices, soit pour échapper, soit pour mettre des dégâts, soit pour retirer des fatalités. Et puis Battery Test, qui est toujours très très fort en fait lorsque vous avez un lieu central, qui va vous coûter 2 actions, mais qui va permettre d'enquêter dans chacun des lieux qui sont connexes pour récupérer un indice dans chacun de ces lieux-là. Donc ça vous laisse la possibilité, surtout en multi, de ne pas finir certains lieux pour que à la fin vous jouiez Battery Test dans le lieu central et vous récupériez 2, 3, 4, voire 5 indices d'un coup. Et enfin, euh, la carte qui pour moi est vraiment la plus puissante, c'est Forcer l'entrée. Forcer l'entrée, donc c'est une carte qui existe en niveau 0 et en niveau 2. C'est un événement qui est sorti initialement dans Innsmouth et la niveau 2 qui est sorti dans les Clés écarlates. Et donc du coup qui est un événement enquête qui va, lorsque vous réussissez une enquête en rajoutant votre compétence d'agilité avec une réussite de 2 ou plus, vous allez pouvoir échapper automatiquement un ennemi qui est dans votre lieu. Donc du coup, pour 2 ressources et en jouant forcer l'entrée, vous allez réussir à récupérer un indice ou déclencher l'effet de la chambre de Kezia, tout en échappant à Bronn qui est là et qui va vous faire défausser votre main. Et donc du coup, vous n'allez pas déclencher pardon, l'effet forcé de Bronn, vous allez pouvoir récupérer un indice. Bref, c'est de la compression d'action, c'est gagnant-gagnant. La version en plus 2 XP, elle vous permet de faire remonter l'événement dans votre main. Donc c'est vraiment tout bénef. Voilà, bah, si vous avez d'autres solutions, je vous les laisse me les laisser en commentaire. J'espère que ça va pouvoir vous aider pour réussir ce scénario qui est très compliqué, surtout que c'est le troisième scénario d'une campagne où les 2 premiers scénarios étaient quand même plutôt tranquilles. Mais ne vous inquiétez pas, derrière vous avez le 4e scénario de la campagne qui est à peu près le même niveau de difficulté, qui peut complètement vous retourner votre campagne parce que vous allez plutôt bien commencer. Donc il y a toujours pire. Donc à bientôt peut-être pour une autre vidéo. Ciao ciao!